bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 88 de la saison 3. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Maria Val et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. À 21 ans, Anne apprend qu'elle n'aura probablement pas d'enfant biologique. Elle n'est pas encore en projet bébé, mais la nouvelle est un choc pour la jeune femme. Avant même d'être avec son futur mari, Anne sait que son parcours pour devenir mère sera chaotique. Quand le choix de l'adoption se propose à eux, Anne et son conjoint n'ont pas encore 30 ans. C'est jeune, et pas forcément un avantage aux yeux du monde complexe de l'adoption. Anne rêve secrètement d'une fratrie, de pouvoir avoir sa famille comme elle l'avait imaginé. Dans cet épisode, Anne raconte la ténacité qu'il faut pour devenir mère, un processus qui dure depuis plusieurs années et non 9 mois. Elle explique pourquoi ils ont choisi un organisme privé, les critères requis qui sont demandés pour être autorisés à adopter. Elle raconte les hauts, les bas, les coups du sort, l'attente interminable, mais surtout cette rencontre tant attendue avec ses 2 enfants nés aux Philippines. À travers son récit, on voyage, on espère, on comprend une partie de ce que les parents traversent pour arriver à serrer leurs enfants dans les bras. Mais justement, une histoire d'adoption ne s'arrête pas là. Elle commence également à la rencontre. Alors comment on tisse le lien ? Comment on communique avec des enfants qui ne parlent pas notre langue, qui ont forcément des histoires complexes ? Comment on gère la famille qui veut elle aussi accueillir les enfants ? Comment vit-on sa matrescence quand on passe de 2 à 4 en quelques jours ? Comment c'est la vie d'après ? Est-ce qu'on est suivi par tout un tas de professionnels ? Bref, Anne dévoile une partie de la vie des familles qui adoptent, l'amour qui les lie et le bonheur qu'elle ressent, elle, plusieurs années après cette aventure incroyable. Et elle tenait à montrer que l'adoption, c'est aussi des histoires heureuses. Cet épisode est le 3e volet dédié à l'adoption. Pour retrouver les 2 précédents, écoutez les numéros 78 et 81. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Anne. Bonjour Clémentine. Je suis hyper fière de t'avoir dans ce podcast. Je suis trop contente d'avoir une maman qui va me raconter ce que c'est d'être une maman adoptive et de faire famille. Ton histoire, j'adore, elle est géniale. Et tu m'as envoyé une belle photo de tes enfants d'ailleurs, je te l'ai pas dit. Ils sont magnifiques. Et ça m'avait donné des frissons. Donc merci d'avoir partagé avec moi ton histoire et de la partager avec tout le monde maintenant. Merci. Alors, est-ce que tu peux me raconter, parce que je vais pas te poser la première question, qu'est-ce que ça fait d'être mère, parce que justement, je pense que c'est vraiment le fil conducteur de cette interview. Tu vas nous raconter comment on devient mère quand on adopte. Est-ce que tu peux d'abord me raconter comment est-ce que tu as appris que tu étais infertile et le parcours qui en a suivi ? Alors, j'ai appris à 21 ans, en fait, que je pourrais pas avoir d'enfant.
dans une salle d'hôpital. Et ça a été d'une extrême violence en fait parce que je suis tombée malade et on m'a appris que je pourrais pas porter d'enfant. Donc c'est très compliqué à 21 ans quand tu es vraiment à l'aube de ta vie de femme d'entendre que porter un enfant ça va être pas mission impossible, mais en tout cas on m'a dit il va falloir vraiment espérer un miracle. Donc moi je me suis construite sur cette histoire-là. Ma vie de femme elle a démarré comme ça et il a fallu avancer parce que moi dans mes rêves de petite fille, j'ai toujours joué à la poupée, j'ai toujours imaginé que j'allais devenir une maman. En fait, c'était dans mes projets de vie, même jeune enfant, c'était quelque chose qui était ultra présent en fait. Je voulais avoir des enfants, je voulais avoir un travail, me marier, ça faisait partie de mes rêves de petite fille. Donc forcément, à 21 ans, on t'apprend ça, tu encaisses déjà. Tu fais un premier deuil de cette facilité de devenir maman. Et puis tu te fais entourer, tu t'entoures de gens positifs quoi, qui vont t'aider à avancer parce que à 21 ans, tu comprends que la vie que tu avais espérée, tes rêves de maternité assez faciles que tu avais espérés, ils vont pas être finalement comme prévu. À ce moment-là, tu es déjà en couple avec ton mari ? Non. Là, j'étais avec une autre personne et il a fallu justement que je construise déjà moi mon identité de femme avant de me dire que j'allais pouvoir aussi à nouveau être avec quelqu'un et puis lui imposer quelque part ce choix-là parce que je pense qu'il y a une grande culpabilité de la part de femmes ou d'hommes, parce que dans un couple, il peut y avoir l'un ou l'autre ou les deux qui sont infertiles. Mais c'est vraiment difficile d'aborder une relation avec ces casseroles-là parce que tu imposes à quelqu'un des difficultés qu'il n'avait pas du tout anticipées et donc il faut faire preuve de beaucoup d'amour et de compassion aussi pour l'autre personne pour se dire que quand on aime quelqu'un, on l'aime aussi avec ses casseroles et que le chemin de vie de la personne va devenir ton chemin de vie à toi, quoi. Et c'est comme ça, nous, qu'on a démarré. Quand j'ai rencontré mon mari, moi, c'est quelqu'un que je connaissais déjà. On se connaissait depuis le collège. Et on était amis. On a eu après, avec la fac, on s'est un petit peu moins vus. Et puis, on s'est revus à nouveau. J'avais 26, 27 ans. Et puis on est tombés amoureux. Et on a eu très très vite des discussions autour du fait d'avoir des enfants. En tout cas, mon mari m'en a très très vite parlé, ce qui m'a fait très très peur parce que lui ne savait pas. Donc en fait, cette conversation autour de mon infertilité, elle est arrivée très très tôt en fait. Et puis quand on aime quelqu'un, effectivement, on l'aime en entier et c'est incroyable. Que l'histoire, elle a démarré alors qu'il y avait quand même un parcours de vie difficile qui s'annonçait. Et il a eu quoi comme réaction ? Ça l'a pas gêné, en fait. Pour lui, ça l'a pas du tout... C'était juste un fait, quoi. Alors que moi, c'est ce que je portais en moi depuis 6-7 ans, en me disant, mais on voudra jamais de moi, en fait, parce que je suis une femme, mais je pourrais pas devenir mère, en fait. Et c'est vraiment douloureux en fait de vivre avec cette inquiétude-là. Et vous parlez tout de suite d'adoption ou d'abord vous faites un parcours PMA quand même ? Alors moi quand tu apprends à 21 ans que porter un enfant va être difficile, la petite graine de l'adoption elle arrive très très vite, mais vraiment très très vite pour moi. Après, quand on est en couple, les chemins vont à différentes vitesses. Moi j'avais quand même cette avance entre guillemets sur mon destin d'adoption que mon mari n'avait pas parce que lui il a pris le paquet complet et on a d'abord démarré un parcours de PMA en accord tous les deux. C'était on avait envie d'essayer, même si moi j'avais vraiment en tête l'adoption et que je m'étais dit même si on a un enfant biologique par PMA, je voudrais quand même adopter. Mais on a démarré très vite ce chemin-là. Donc, vous avez fait la PMA. Au bout de combien de temps vous avez arrêté ce parcours et vous êtes focalisé sur l'adoption ? On a démarré la PMA en 2008. Donc, on a dû faire 2-3 ans de PMA. C'est pas un parcours qu'on a vécu
joyeusement, sereinement. C'est un parcours qui est d'une très grande violence, je trouve. Le couple subit, l'intimité l'intimité du couple, elle est vraiment malmenée également. Du côté de la femme, j'ai trouvé ça... j'ai eu l'impression qu'on me volait mon corps, en fait. C'est terrible, hein, parce que tout est médicalisé, c'est-à-dire que tu dois... Enfin, en plus, nous, c'était pas sur mon lieu de vie, donc j'avais 2 heures de route à chaque fois pour y aller. J'avais continué mon travail également, donc j'arrivais en retard tous les jours parce que j'avais 2 heures de route pour aller travailler. J'arrivais à 10 heures... je suis enseignante, donc j'arrivais à l'école à 10 heures. Il y a des parents qui se disaient que c'était inadmissible que je sois en retard, mais moi, je savais en fait pourquoi j'étais en retard, parce que j'avais des examens tous les 2 jours à faire. Voilà, c'était un hôpital universitaire, donc les médecins ont 10 étudiants qui sont là à te regarder. C'est vraiment un parcours que moi j'ai trouvé douloureux, parce que j'ai l'impression, voilà, que plus rien ne m'appartenait, que ma maternité n'allait pas m'appartenir, et que finalement tout étant médicalisé, il y avait presque en plus une obligation entre guillemets à ce que ça marche, parce que comme tu as des piqûres tous les jours, qu'il y a des échographies tous les 2 jours, des prises de sang, c'est presque obligé que ça marche, parce que tout est fait pour que ça fonctionne. Et puis on est tombé sur un médecin en plus qui nous a dit dès le premier rendez-vous que c'était une évidence que j'allais tomber enceinte, et qu'il comprenait même pas que je pleure, quoi. Et donc on est ressorti de ce premier rendez-vous en se disant mais pourquoi j'ai stressé depuis tant d'années, finalement je suis un cas d'école, et puis dans 1 an on aura un bébé dans nos bras, quoi. Et je pense que le monde médical a aussi un gros rôle à jouer, d'empathie, de psychologie, parce que c'est très difficile quand même de dire à une jeune fille de 28 ans mais je vois pas pourquoi vous pleurez, c'est une évidence que vous allez tomber enceinte. Parce que ce que dit un professionnel, on le croit. Et on est ressorti de là en se disant on va pas stresser, quoi. C'est une évidence que on va avoir un bébé, je vais tomber enceinte, et puis c'est parti. Et puis la vie finalement a fait que on a fait plusieurs fécondations in vitro qui à chaque fois se sont soldées par des échecs, et c'est un parcours difficile parce que on est plein d'espoir à chaque cycle, à chaque étape où on commence quelque chose, et on se dit que ça y est, c'est parti, ça va, voilà, c'est douloureux, c'est extrêmement douloureux, mais à la fois psychologiquement et dans son corps de femme, mais on a l'espoir à chaque fois que ça fonctionne, et à chaque fois qu'on a les résultats et que ça n'a pas marché, mais c'est terrible, c'est une petite mort en fait. Oui, c'est ça en fait. Toi, dans ta maternité, il y a eu beaucoup de deuil à faire. Exactement. J'ai le deuil de faire un enfant par plaisir, sous la couette, innocemment, en toute inconscience. Le deuil de faire un enfant qui nous ressemble. Parce que quand on part sur autre chose, sur l'adoption, c'est une évidence que l'enfant... Enfin, c'est une évidence. Quoique, en adoption nationale, on peut aussi avoir des enfants qui nous ressemblent, hein, entre guillemets. Et puis, l'adoption de l'enfant rêvé, il faut faire tout ce deuil, quoi, parce qu'en fait... l'enfant, il arrive comme il est. Et puis d'ailleurs, nous aussi, avec nos parcours, on arrive comme on est, parce qu'on a tellement de casseroles que nous, on arrive un peu cassés aussi, hein. Donc, c'est tous ces deuils-là qu'il est important de faire, je pense, quand on arrive en adoption, et d'avoir un terrain pas trop miné pour pouvoir accueillir sereinement l'enfant qui, lui aussi, a un parcours un peu chaotique. Ça a quel impact sur votre couple à ce moment-là ? Vous êtes assez solide pour vous dire on va vers l'adoption maintenant, ou il y a beaucoup de choses qui sont remises en question? C'est mon mari qui a dit stop pour les FIV, parce que moi j'étais dans il faut qu'on essaye jusqu'au bout, il faut vraiment se donner les moyens, on y va, faut pas avoir de regrets. Et il y a un moment, parfois il y a des complications dans les fécondations in vitro, ce qui a été mon cas. Et il y a un moment où en fait on dit on a envie, à la base, une famille c'est aussi un couple, c'est 2, donc le but c'est pas d'en perdre un. Donc à un moment, lors d'un voyage, on s'est dit allez, on s'aime, mais en même temps porter un enfant c'est pas tout. C'est nous, ce qu'on veut, c'est être une famille, et il y a d'autres façons. Et on était au Danemark et on a beaucoup réfléchi. C'était à la suite d'un échec de FIV. On est parti 3 semaines au Danemark. On s'est barrés tous les 2 et on a beaucoup réfléchi. Puis on s'est dit on y va, c'est parti. On lance l'agrément, on lance tout, on lance la machine. Alors, comment est-ce que ça se passe, un parcours d'adoption, quand on est si jeune ? Parce que c'est vrai que on a peu l'habitude de voir des couples qui ont moins de 30 ans.
s'engager dans cette voie. Est-ce que ça change quelque chose ? Oui, ça change parce qu'on passe son temps à nous dire « mais vous êtes jeune, vous avez bien le temps de devenir parent ». Sauf que on avait 29 et 30 ans et on avait déjà plein d'amis qui avaient déjà des enfants. Donc c'est vraiment douloureux d'entendre une tierce personne, que ce soit une psychologue, une assistante sociale, nous dire « oh mais vous êtes jeune ». Mais ce besoin d'être parent, en fait, il a pas d'âge et on peut très bien ne pas avoir envie d'un enfant à 25 ans ou l'inverse. Enfin, c'est difficile de s'entendre dire ça parce que nous, c'était vraiment quand on voit tout ce qu'on a fait déjà par la PMA pour essayer d'avoir un enfant, d'arriver dans le monde de l'adoption et qu'on nous dise mais ça va, vous êtes jeune, il y en a d'autres avant vous. Ouais, mais nous, ce besoin d'être parent, il est là, il est viscéralement ancré. Et puis, et nous, on prenait vraiment comme une qualité cette jeunesse. Parce que dès le début, on avait l'idée d'adopter une fratrie. Et on nous a dit d'ailleurs, ouais, mais vous êtes super jeune pour adopter une fratrie. Et nous, on reprenait ça à l'envers en disant, mais justement, quoi, parce que on est super jeune, donc on va avoir la force pour pouvoir... Est-ce que ces gens ont des enfants? Est-ce qu'ils savent que c'est fatigant? C'est fatigant et puis deux c'est doublement fatigant. Oui. Enfin, c'est un tsunami, c'est un vrai tsunami. Et je pense qu'il faut être vaillant pour pouvoir vivre cette situation. Donc notre jeunesse était pour moi plutôt un avantage. D'accord. Alors c'est quoi la première étape? Vous demandez l'agrément, vous l'avez rapidement? Alors, on doit faire une demande d'agrément auprès du conseil général. Normalement, c'est 9 mois pour obtenir l'agrément. Bon, c'est symboliquement 9 mois. Ça peut être un peu plus long. Et là, en fait, vous avez des enquêtes psychologiques et de la part d'une assistante sociale. Donc, l'assistante sociale vient à la maison. Alors, tout dépend de la personne qui vous est attribuée, hein, parce que du coup, il y en a qui vont vraiment fouiller un peu partout, regarder dans les chambres, etc. Puis, il y en a qui sont vraiment plus sur la réserve. Mais le but, c'est de vérifier que les parents qui se proposent à l'adoption seront en mesure d'accueillir un enfant qui aura quand même des particularités, parce que c'est un enfant qui arrive en adoption, c'est pas une feuille blanche toute vierge, quoi. Faut vraiment se dire qu'il va falloir être outillé, armé pour pouvoir l'accueillir au mieux et créer ce lien d'attachement qui est la base de sa propre construction. Donc je pense que certains peuvent mal vivre cette enquête un peu comme une intrusion. Moi, je l'ai vraiment vécu comme un moment d'échange, comme un moment aussi où on définit le projet d'adoption. Parce que c'est là où on va vous donner un agrément avec une notice d'agrément qui va définir en fait le cadre de l'enfant ou des enfants que vous voulez adopter. C'est votre passeport en fait. Et il y a beaucoup d'échanges pour savoir quelle pathologie par exemple on va pouvoir accepter, parce que ça c'est maintenant des questions qui sont premières en adoption, qu'on ne se pose peut-être pas quand on attend un enfant, mais en fait, on vous donne une liste de pathologies et vous allez voir votre médecin et en échangeant avec lui, il va vous dire, bah voilà, est-ce qu'on accepte un enfant, un grand préma, un enfant qui a une fente labiopalatine, un enfant qui est issu d'un viol. Enfin, il y a plein de questions qui se posent, qui sont bouleversantes pour nous parce qu'en fait, on veut juste être parents. Et on s'est jamais posé la question et je me suis dit, si j'étais tombée enceinte, je me serais pas posé la question d'est-ce qu'il va avoir un bec de lièvre ou un œil en moins ou un doigt d'orteil en plus. J'en sais rien, je l'aurais pris comme il était, quoi. Et ça nous force à définir le projet parental. Et à échanger aussi. Ces 9 mois, nous, ils nous ont vraiment incités, alors c'était déjà notre cas, mais à adhérer à des associations comme EFA, il y en a dans tous les départements, ou des associations qui sont aussi basées sur les pays. Et nous, on a vraiment adhéré à ces associations-là. On a rencontré des familles qui étaient en attente d'adoption, qui avaient déjà adopté, qui étaient sur le point d'adopter. Et les échanges qu'on a pu avoir, c'était passionnant parce qu'on s'imaginait. Et ça, c'est fondamental. Vraiment, quand on va adopter, il ne faut pas rester seul. Je pense qu'il faut vraiment savoir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir bien analyser son projet et bien définir ses propres limites aussi. Et donc, quand vous obtenez l'agrément, tu m'as expliqué dans ton mail que vous avez pu aussi rencontrer plein de professionnels qui vous ont expliqué, que ce soit des psychologues ou des assistants sociaux ou sociales, à quoi vous attendre et
qui fait le sel de l'adoption, en gros. Est-ce que tu peux raconter ce que tu as retenu de ces interventions de professionnels ? Oui. Alors ça, c'est pas le cas de toutes les adoptions. Nous, on a eu la chance en fait d'être pris par une OAA, un organisme agréé pour l'adoption qui s'appelle Médecins du Monde, qui ne fait plus d'adoption maintenant, mais en tout cas à l'époque, il le faisait. Et il nous proposait des journées de préparation à la parentalité. Et c'était des journées en fait où on rencontrait, ils nous réunissaient entre futurs parents adoptants. Ils faisaient intervenir également des parents qui avaient déjà adopté avec leurs enfants. Et que ce soit psychologue, pédiatre, ils nous ont fait des mises en situation, par exemple, pour nous expliquer ce que c'était que le lien d'attachement, des réactions possibles que l'enfant pouvait avoir, des conseils de lecture, des crises que l'enfant pouvait faire, par exemple, et comment l'aider à accompagner ces crises. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'avoir eu des outils qui m'ont permis d'être plus armée, plus outillée pour l'arrivée de mes enfants. Alors, il y a eu aussi plein de rencontres littéraires, comme Catherine Guéguin, Isabelle Filiosa. Dans le monde de l'adoption, il y a Joanne Lemieux aussi, qui est une personne formidable, une ressource incroyable, et qui a écrit plein de bouquins, qui fait des capsules vidéo justement pour aider les parents dans différentes situations et à différents moments de l'adoption. Ouais. Et donc ça t'a vraiment porté pour la suite. Et tu dis, c'est pas automatique. Qu'est-ce qui n'est pas automatique ? D'avoir des professionnels formés qui viennent vous aider, vous aiguiller. Non. Non, parce qu'en fait, quand on veut adopter, on peut soit passer par l'AFA, l'Agence française de l'adoption, qui est en fait un opérateur public. Lui, il est dans l'obligation de prendre toutes les personnes, entre guillemets, qui correspondent aux critères du pays. Et on peut aussi passer par des organismes privés, les OAA, les organismes agréés par l'adoption, qui, eux, font leur choix, en fait. Parce que pour adopter dans un pays, alors le pays définit ses choix, ce qui est difficile, parce que, par exemple, nous, on a adopté aux Philippines, donc il y a un critère d'âge, il faut être propriétaire de sa maison, il faut avoir un IMC inférieur à je ne sais plus, je crois que c'est 25, il faut avoir un CDI, il faut être propriétaire d'une maison. Il y a énormément de critères qui font que si tu ne fais pas partie de ces critères-là, en fait, le pays n'acceptera pas ton dossier. Donc, nous, on connaît des gens dont le monsieur a dû, par exemple, perdre du poids avant que son dossier ne soit accepté. Ça semble incroyable. Mais pour eux, ils expliquent ça comme une mesure de protection. Plus la personne serait en embonpoint et aurait des risques de faire des maladies qui feraient en sorte que l'enfant serait à nouveau seul. Donc, ils pensent que c'est des mesures de protection pour l'enfant. Mais c'est vrai que, comme tu dis, dans un parcours classique de vouloir un enfant et de faire un enfant, tous ces critères ne rentrent absolument pas en compte. Oui. Sinon, la population n'en serait pas beaucoup. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire, quand on part sur un parcours d'adoption, moi je l'ai souvent entendu, mais pourquoi moi, quoi ? Pourquoi ils prennent toutes ces mesures-là ? Et en fait, je crois qu'il faut se dire, mais pourquoi pas moi ? Enfin, c'est vrai qu'à un moment, les pays, ils sont totalement libres aussi d'attribuer leurs enfants à qui ils veulent. C'est eux qui définissent les critères et on n'a pas le choix, en fait. Donc, il faut vraiment être assez souple et ouvert, et ce sera des qualités indispensables après pour l'accueil d'un enfant. Donc, il faut absolument accepter ces critères-là. Et puis, quand on a la chance d'être accompagné par les bonnes personnes en plus, c'est formidable. Alors là, on est en 2010 quand vous commencez ce parcours. Entre 2010 et 2014, au moment où il y a enfin cette annonce heureuse dont tu vas nous parler après, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que vous choisissez le pays ? Il se passe quoi pendant 4 ans ? Parce que c'est malheureusement très long. Alors, on ne choisit pas le pays déjà. D'accord. C'est plutôt le pays qui nous choisit. Quand on obtient enfin cet agrément, alors on va chercher un pays qui correspond finalement à nos critères, donc en termes d'âge, d'années de mariage, parce qu'il faut très souvent être marié pour pouvoir adopter. Donc nous, on s'était mariés vite fait. C'était Et avant la fin de l'agrément, on n'avait pas du tout envie de se marier, mais on a fait un mariage éclair. C'était génial. Mais donc on a fait en gros 20 courriers. Et on a eu 19 refus. Parce que nous, dans notre agrément, la psychologue avait émis une réserve nous concernant sur la fratrie parce qu'elle trouvait qu'on était trop jeunes. Alors forcément, les organismes n'ont pas envie de prendre quelqu'un s'il y a une réserve.
Donc nous, on n'espérait plus du tout, quoi. On avait déposé un dossier en Colombie et au Mali avec l'AFA, parce qu'à l'époque, on pouvait déposer plusieurs dossiers dans plusieurs pays, parce qu'on correspondait à ces critères-là. Et puis, 3 mois après, donc on avait eu nos 19 refus, on attendait, mais on savait que pour le Mali et la Colombie, c'était des années d'attente, 6-7 ans. Hein. On partait pour une très grosse attente. Et puis, 3 mois après nos courriers, on reçoit un courrier de Médecins du Monde nous disant on veut bien vous rencontrer. Donc, on est allé à cette première rencontre et puis on a échangé avec une pédiatre, une psychologue. Donc, on a défini le critère, on a échangé et puis nous, on avait un agrément pour 1 ou 2 enfants de moins de 5 ans, jusqu'à 4 ans. Et elles nous ont dit, non, c'est pas possible. De toute façon, soit vous acceptez un enfant qui a des pathologies lourdes, ou soit vous augmentez votre critère d'âge. Donc, vous prenez une fratrie de moins de 7 ans. Donc, on n'a rien dit. On est rentré à la maison. On a énormément discuté. Et puis, on les a rappelés en disant, non, en fait, c'est pas notre projet, quoi. Nous, notre projet, c'est 1 ou 2 enfants de moins de 4 ans. Donc, en gros, c'est à prendre ou à laisser. C'est pas, ce sera comme ça. Et puis ils nous ont pris en fait. Ils se sont battus pour nous, ils nous ont pris et là on a monté le dossier. Donc monter le dossier, c'est encore entre monter le dossier, les traductions, les apostilles, il y a toute une légalisation des documents à faire. Donc ça, on est très occupés, on se sent actif et ça c'est plutôt chouette parce que c'est la partie où on a l'impression que les choses avancent parce qu'on est nous actifs. Et quelques mois après, on reçoit un message de Médecins du Monde nous disant voilà, on a reçu un message des Philippines, ça y est, vous êtes sur liste d'attente. Donc ça veut dire que l'attente commence. Par contre, on nous prévient que il y aura aucune nouvelle, quoi. C'est la dernière fois, en gros, qu'on nous donne des nouvelles. Ouf. Donc là, on est en 2011. On est en septembre 2011 et puis là, l'enfer entre guillemets démarre parce que notre vie, elle tourne autour du téléphone, quoi. On sait qu'on peut être appelé. Alors en plus, ça dépend des pays. Il y a des pays qui font des attributions, des apparentements, donc le fait d'attribuer un enfant à une famille par ordre alphabétique, par ordre chronologique, pardon. Et là, c'était pas vraiment le cas, donc on pouvait espérer avoir un appel à tout moment. Et on a vraiment mis entre parenthèses notre vie parce que à partir du moment où on t'appelle, tu as en gros 1 semaine pour accepter l'apparentement. Donc, il y a plein de papiers à faire. Donc, faut être là, faut être disponible, faut pas être en vacances à l'étranger. Donc, moi, j'ai vraiment vécu ça comme une période difficile parce que tu passes ton temps à attendre, quoi. Et tous tes projets, toute ta vie est entre parenthèses parce que t'as qu'une envie, c'est que ton téléphone sonne pour qu'on te dise « ça y est, t'es maman », quoi. Et puis, t'as aucune idée de la temporalité. Si encore on te dit ça va durer 3 ans et t'attends 3 ans, là, t'attends, quoi. Alors, on nous l'annonce. On nous dit que, en général, c'est 3 ans. Sauf que l'adoption, elle est liée aussi à un contexte national et mondial. Et là, par exemple, dans le contexte du Covid, j'ai des amies qui attendent maintenant depuis plus de 5 ans. Elles sont sur liste d'attente depuis plus de 5 ans. Et c'est terrible parce que pendant tout ce temps-là, il y a notre entourage qui pose des questions au début et puis on vit très très mal ces questions-là parce qu'en fait, on n'a rien à leur dire. Moi, la question que je redoutais le plus, c'est alors t'as des nouvelles? Je ne supportais plus cette question parce que en fait, des nouvelles, on n'en a pas, quoi. Et certains même pensent que c'est presque de notre faute parce qu'on va pas chercher les infos, mais on peut pas aller les chercher. Il y a un début d'attente, mais on n'a aucune idée de savoir s'il y aura une fin, parce qu'en plus il y a des projets qui n'aboutissent pas, parce que par exemple, je pense au Mali, on avait un dossier au Mali, le Mali il a fermé, fin de l'histoire, et des gens qui n'avaient un dossier que là-bas, ils se retrouvent avec tout à recommencer. Et c'est vrai qu'il y a aussi des histoires qui n'aboutissent pas. Donc c'est plein d'angoisse. Alors pourquoi est-ce que vous choisissez un pays à l'étranger? C'est que vous n'êtes pas éligible pour la France? Comment est-ce que ça se joue, ça? Alors on avait aussi un dossier dans notre département, mais dans le département où on est, c'est un minimum de 7 ans d'attente pour avoir une pupille de l'État. Donc nous on avait vraiment dans notre image d'enfant,
c'était vraiment, c'était pas un petit blond à la peau claire, quoi. C'était vraiment l'idée nous, on imaginait un enfant. Alors, on imaginait ni fille ni garçon, hein, mais on imaginait un enfant à la peau mate avec les cheveux bruns. Et il y a eu un moment où on faisait et les fécondations in vitro et l'adoption au début. Et c'est vrai qu'on avait tellement projeté dans cette idée que cet enfant ne nous ressemblerait pas, qu'on a même eu. Enfin, moi, j'ai vraiment eu. Je me suis dit à un moment, il faut pas que ça marche. Je veux plus d'un enfant qui me ressemble, en fait, quoi. Il y a vraiment cette bascule à un moment où le projet principal, le choix que tu fais, c'est vraiment un choix. Le choix de vie que tu fais de maternité, c'est l'adoption, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment, on a dit, stop les fécondations in vitro. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on sera parents. C'est pas ça qui va nous rendre heureux, en fait. D'accord. Et quand arrive 2014, c'est un moment hyper fort pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ce mois de juillet 2014 ? Ouais, je suis instite, c'était le tout début des vacances. Pour m'occuper l'esprit parce que je n'en pouvais plus, j'avais décidé de partir sur un projet de formation. Enfin, j'étais en train de bosser à fond. Et c'était le 8 juillet. Je reçois un message privé. Je savais que Médecins du Monde appelait en privé, en fait. Donc, il était 17h et je vois mon téléphone qui sonne, message privé. Je savais. Je savais que c'était elle. Le téléphone sonne, je décroche et puis elle me dit « Mais vous savez pourquoi je vous appelle ?» Je dis « Bah oui, je pense. » Et elle me dit « en fait, vous êtes la maman d'une petite fille qui a 20 mois. » Donc, elle me raconte un petit peu sa vie pendant 2-3 minutes. Et moi, j'attendais, en fait. J'étais persuadée qu'on aurait 2 enfants. Et puis, elle me dit « Et c'est pas fini. Il y a aussi son petit frère qui a 9 mois. » Et là, je me suis assise. Je lui dis je vais prendre un crayon. Faut que je note parce que mon mari est pas là et faut que je raconte tout, quoi. Et c'est fou parce qu'en fait, j'ai noté les quelques détails qu'elle m'a donnés, mais en fait, je sais même pas. La seule chose que j'entendais, c'est un garçon, une fille, c'est 2 bébés. C'était 2 bébés. Et dans nos rêves les plus fous, on imaginait. Nous, on pensait qu'on aurait des jumeaux, quoi. Mes enfants, ils ont 11 mois d'écart. 11 mois d'écart. C'est incroyable. Un garçon, une fille, c'est ce qu'on rêvait. Dans nos rêves les plus fous, c'est ce qu'on rêvait d'avoir, quoi. Et donc, j'ai juste noté leur nom de naissance, leur âge. Et puis, on a échangé un petit peu. Elle m'a dit, moi, je vous donne que les premiers détails. Par contre, va falloir venir à Paris. Parce que on va vous raconter l'histoire de votre enfant, de vos enfants, on va vous accompagner, puis surtout on va vous montrer leurs photos, parce que là j'ai pas la photo. Et donc on raccroche. J'attends mon mari, il finissait le boulot, et il devait aller à la piscine. Donc je l'appelle, je voulais pas lui dire par téléphone évidemment. Donc je l'appelle et puis je lui dis t'as prévu d'aller à la piscine ? Il me dit oui bien sûr. Je dis non, il va falloir venir à la maison, mais je voulais pas lui dire pourquoi, donc il a fallu que je sois maline pour qu'il vienne à la maison sans. Et en fait, quand il est arrivé, j'avais fait un dessin et il y croyait pas. Il passait son temps à me dire mais qui c'est qui a eu un apparentement ? Mais c'est qui ? Et il a fallu au moins 10 minutes pour qu'il comprenne que c'était nous. Mais à la fin, je dis mais c'est nous. Mais pourquoi il y en a 2 ? Mais je dis mais parce qu'on en a 2. Et ça a été incroyable d'émotion on est alors à ce moment-là c'est presque comme si j'avais fait un test de grossesse et que je savais que j'étais enceinte, mais c'est pas le moment où vraiment je suis devenue maman, c'est le lendemain. Donc moi j'ai pas dormi de la nuit, on a été chercher vite fait nos billets pour partir à Paris, et j'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée allongée toute la nuit éveillée à imaginer plein de trucs. On a pris le train à 6h du mat, on est arrivé à Paris. Et là, donc, Médecins du Monde a été incroyable, formidable. C'est vraiment une équipe merveilleuse. Pendant 2 heures, ils nous ont expliqué la vie de nos enfants. Et c'est terrible parce qu'un enfant qui arrive en adoption, c'est quand même, faut quand même se dire que c'est un enfant qui a été abandonné. C'est un enfant qu'il va falloir entouré de toute la bienveillance possible, de toute la sécurité possible pour qu'il arrive à avancer. Et pendant ces 2 heures où on a raconté la vie de nos enfants, moi j'essayais de pas pleurer, mais en fait j'y arrivais pas parce que
j'arrêtais pas de me dire, mais va falloir qu'on assure maintenant, quoi. Mm. Parce qu'ils le méritent, parce qu'ils méritent le meilleur, en fait. Ils ont eu un départ de vie d'une douleur énorme. Bah, maintenant, il va falloir que nous, on gère, quoi. Le relais est passé, voilà. Leurs parents biologiques nous passent le relais. Bah, maintenant, il faut qu'on soit au top, quoi. Et moi, je l'ai vraiment senti comme une chape de responsabilité qui m'est arrivée d'un coup. Parce que bien sûr que je voulais être maman, bien sûr que je voulais avoir des enfants, bien sûr que je savais que c'était une responsabilité d'être parent. Mais j'imaginais pas à quel point mon mari et moi, il allait falloir qu'on soit des bons jardiniers en fait pour nos enfants, pour les aider maintenant à bien fleurir, alors que le terreau de base, il n'était pas forcément très fertile, quoi. Donc il y a eu ces 2 heures où vraiment là, on se l'est pris en pleine tête, quoi. Là, ok, on est devenus parents, il va falloir qu'on gère. Et puis il y avait une grande enveloppe qui venait du pays d'adoption de nos enfants, et puis elles nous ont dit, ben dans cette enveloppe, il y a la photo de vos enfants. Donc, on va vous laisser parce que c'est un moment intime. Et quand vous êtes prêts, vous venez nous chercher. Et en fait, je crois que c'est là où vraiment toutes mes... Il y a eu d'autres angoisses après, mais il y a quelque chose qui est tombé, quoi. Parce que, honnêtement, j'avais peur qu'on m'attribue à un enfant qui soit pas beau ou que j'aime pas. Enfin, c'est bête, mais... moi, pendant toutes ces années, je m'étais dit, mais et si je le trouve pas joli? Alors ça se dit peut-être pas, mais en fait c'est vrai. Et s'il sent pas bon? Et si, enfin, on se pose des tas de questions. Je sais pas si d'ailleurs quand on est enceinte, on se pose toutes ces questions-là. Je me rappelle d'une maman qui avait adopté un petit garçon et qui m'avait dit, elle dit, tu sais, ça se dit pas, mais elle dit, moi je trouvais au début que mon enfant il sentait pas bon. Elle dit, j'avais du mal à le prendre dans mes bras et lui faire des câlins parce qu'en fait il sentait pas bon. Elle dit, il m'a fallu 6 mois pour que je me dise que son odeur elle était formidable. Et tout ça, je me disais, mais et si bah, tu te poses plein de questions. Et là, on ouvre la photo, enfin, on ouvre cette enveloppe et puis on s'est effondré, quoi. On s'est regardé et on s'est dit qu'on n'aurait jamais pu faire 2 aussi beaux enfants nous-mêmes, en fait, c'est on a gagné au loto, quoi. Alors, je confirme, ils sont vraiment très, très beaux, tes enfants. Ouais. Donc ça, je pense que c'est là, on est devenus parents, quoi. Et là, une nouvelle attente démarre parce que, donc évidemment qu'on a accepté cette attribution, hein, mais il y a encore tout un parcours qui continue parce que bah, il va falloir après pouvoir faire tous les papiers pour que les enfants aient les autorisations pour venir en France. Et puis aussi, ils vont devoir être préparés parce que donc ils étaient dans un orphelinat. Et puis bah, là-bas aussi, il y a un travail à faire pour qu'ils comprennent que leur vie d'orphelinat, elle va s'arrêter, puis ils vont démarrer une vie de famille. Donc nous, on a mis 4 mois en fait avant d'aller chercher les enfants. Donc les 2 premiers mois, ça tombait bien, c'était les vacances. Donc j'étais en vacances, c'était l'été. Les 2 premiers mois, j'ai été super occupée parce que voilà, on a préparé la chambre, on a été chercher des lits, une poussette double. Enfin, on a vraiment fait notre nid. Donc, on était dans la préparation matérielle. Donc, c'est passé très, très vite. Il y avait beaucoup d'euphorie. On l'a annoncé à plein de gens. Donc, du coup, on était vraiment actifs à nouveau et ça, c'était chouette. Et puis, bah, quand septembre est arrivé, ben, à nouveau, tu n'as plus de nouvelles et puis il faut attendre. Et il faut attendre qu'on t'appelle pour te dire « Ok, tous les papiers sont prêts, vous pouvez aller les chercher. » Et là, c'est long. C'est terrible. D'autant plus qu'il y avait l'anniversaire de mes enfants pendant cette période-là. Et c'est horrible parce qu'en fait, tu es déjà leur maman, tu as leurs photos, mais tu n'as aucune nouvelle. Tu sais pas ce qui se passe. Et puis, bah, il y a les anniversaires qui arrivent et tu peux pas appeler, en fait. Tu n'as même pas l'autorisation d'appeler. Tu n'as pas le droit d'avoir de contact avec l'orphelinat ou la famille d'accueil. Donc... Avant que tu les récupères officiellement, c'est ça? Oui. Donc, tu pleures. Ces jours-là, tu pleures. Tu vas bosser, puis c'est horrible. T'es une maman qui n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu peur que ça n'aboutisse pas, enfin que ce soit trop beau pour être vrai, que on annule, enfin ce soit annulé au dernier moment, ou est-ce qu'à partir du moment où on vous dit c'est sûr? Alors, en fait, à partir du moment où on te le dit, c'est sûr. Sauf s'il arrive quelque chose dans le pays ou s'il arrive un drame dans la vie de l'enfant. Et là, effectivement, ben, les choses s'arrêtent. Et ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Mais moi, jusqu'au moment où on était dans l'avion au retour, j'avais l'impression qu'on allait pouvoir me les prendre. Donc, c'est vraiment quand on est arrivé à Paris où là, je me suis dit, c'est bon, plus personne viendra jamais me les chercher, c'est les miens, quoi. C'est pas mes enfants. Enfin,
c'est pas, je me les approprie pas, mais ça y est, c'est notre famille, c'est mes enfants et personne me les prendra, quoi. Mais il y a cette angoisse-là en permanence, hein. C'est tellement beau, c'est tellement incroyable que tu dis, mais ils se sont plantés ou pas? C'est possible ou peut-être qu'ils se sont trompés. Alors, en novembre 2014, vous décollez pour les Philippines avec ton mari. Tu peux nous raconter comment ça se passe quand vous arrivez là-bas? C'est l'euphorie totale. Moi, je suis surexcitée, mon mari aussi. Donc, on arrive 2 jours avant la rencontre et on est d'une impatience incroyable, évidemment. Donc, on s'était dit, allez, on va prendre 2 jours pour visiter un peu le pays, pour voir un petit peu comment ça se passe, mais c'est impossible. T'es sur le même pays sur le même sol que tes enfants et t'as qu'une envie, c'est qu'on te dise, mais va les chercher, quoi. Donc, ces 2 jours-là, on a essayé vraiment de rester un peu tranquille, pas loin de l'hôtel, pour être en forme et récupérer du décalage horaire parce que on savait qu'il fallait qu'on soit en forme. Et donc le lundi, la rencontre était programmée à 10h. Donc il y a un taxi et une assistante sociale qui vient nous chercher à 8h. Donc on fait le trajet avec elle. Donc c'est bien de parler anglais parce qu'ils parlent que anglais, pas que anglais, mais la langue administrative c'est l'anglais. Et donc on arrive à l'orphelinat. Et donc c'est un orphelinat très très bien entretenu, magnifique. Et donc on sort de la voiture et puis il y a un grand préau. Et en fait on discute avec l'assistante sociale. Il y avait personne, tout était vide. Et puis à un moment on se retourne parce qu'on entend du bruit. Et là il y avait un petit bonhomme qui était assis par terre et qui nous regardait. C'était mon fils. Et je lève la tête et là, il y avait ma fille qui arrivait avec la directrice de l'orphelinat. Et c'est incroyable, en fait, parce que toi, tu les aimes déjà parce que c'est tes enfants, quoi. Mais pour eux, t'es des inconnus. Et toi, tu te débordes d'amour parce que t'as qu'une envie, c'est de les prendre dans tes bras, de les sentir, de les caresser, de leur faire un bisou. Et tu peux pas, parce que si tu le fais, tu vas leur faire peur, en fait. Donc tu dois prendre sur toi, c'est toi l'adulte. Parce que faut se dire que même s'ils ont eu un album photo et que on leur a expliqué, ils ont été très bien préparés. Il n'empêche que toi, t'es un étranger qui arrive avec un nez qui ressemble pas au leur, avec une peau qui ressemble pas à la leur, et forcément pour eux, t'es bizarre, quoi. Et puis en plus tu pleures parce que t'essayes de pas pleurer, mais c'est donc on avait prévu le coup. En fait, on avait un petit sac par enfant avec des jeux et un doudou. Alors on leur avait offert un doudou, on leur avait envoyé un doudou et puis nous on avait le même. On avait acheté un double pour leur montrer en fait que c'était le même. Et la directrice a été formidable parce qu'elle est allée chercher l'album photo qu'on leur avait fait, puis elle montrait en fait, donc elle me touchait, puis elle montrait la photo, puis elle expliquait aux deux que c'était la même personne. Ce qui a vraiment créé le début de lien, c'est les bulles. Et ça, c'est vrai qu'à tout parent qui adopte, je conseillerais d'avoir le petit appareil pour faire les bulles. Donc on avait des ballons de baudruche et des bulles, et ça a été le début. Et donc on faisait des bulles, alors ils approchaient de 5 cm, un peu plus de bulles, ils s'approchaient un peu plus. Et puis à un moment, ils ont bien accepté, ils ont bien voulu le contact physique. Donc c'est terrible parce que toi, t'es là, t'es plein d'amour et puis tu sens que ton enfant est un peu sur la réserve, en réticence parce que t'es en peau à peau, il fait très chaud, donc l'enfant touche ta peau et lui, il a pas forcément envie, quoi. Donc c'est vraiment étrange comme sensation parce que toi, tu sais que tu leur veux que du bien, que tu les aimes déjà. Et puis, il y a tout ce travail maintenant d'attachement qui va devoir se créer. Et ça se fait pas comme ça, quoi. Donc, nous, on a eu la chance de pouvoir rester 2 jours à l'orphelinat, de pouvoir poser des questions sur leur façon de vivre, sur ce qu'ils aimaient. Et c'est vrai que, par exemple, la première nuit où on a dormi tous les 4 ensemble, à minuit, il y a mon fils qui a pleuré. Bah oui, c'était un bébé, donc il pleurait. Je n'étais pas trop au courant qu'un bébé, ça pleurait. Enfin, je savais, mais... Et à minuit, il a commencé à pleurer, il avait toutes les larmes de son corps, quoi. Alors, faut imaginer quand même, quoi. Il pleure, il se réveille, et puis il nous voit, nous, et pas sa figure d'attachement qui était sa nourrice. Donc, j'imagine que ça devait être compliqué pour lui. Puis, en plus, on était un peu nul, quoi, parce qu'on comprenait pas qu'en fait, il avait faim.
Donc, on a cherché partout dans l'orphelinat, on trouvait rien. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, oh, bah, il doit peut-être avoir faim. Donc, on a fait un biberon et, miracle, il s'est arrêté de pleurer. Donc, voilà, on a appris sur le tas ce que c'était qu'avoir 2 bébés. Comme tout le monde, c'est clair. Comme tout le monde, ouais. Et les enfants ont été incroyables parce que je pense qu'ils avaient été bien préparés et qu'ils avaient envie d'avoir une famille. Parce que donc on a fait 2 jours à l'orphelinat, puis ensuite on est parti en vacances. On a la chance de rester plusieurs jours dans le pays et l'association qui nous suivait nous conseillait de rester 4-5 jours à la plage, donc la plage paradisiaque avec une petite cabane. Donc on a fait 4-5 jours là-bas tous les 4. Donc c'était vraiment le Petit Prince, quoi. Chaque petite victoire, chaque petit contact, c'était une victoire en fait, quoi. Tu vois, par exemple, la première fois que ton enfant, je pense à mon fils par exemple, la première fois que je lui ai donné le biberon et qu'il m'a regardé dans les yeux. Parce qu'en fait, la réalité, c'était ça les premiers jours, c'est que je lui donnais à manger, mais il me regardait pas. Il voulait pas que mes yeux soient dans ses yeux, quoi. Et la première fois où tu lui donnes le biberon et il te regarde, mais c'est incroyable. Tout est extrêmement fort parce que tous les jours, tu vois les petits progrès d'attachement qu'on fait chacun de notre côté et c'est merveilleux, quoi. À ce moment-là, ils ont quel âge? Parce que quand tu sais, ils ont 9 et 20 mois, c'est ça? Ouais. Donc là, ils ont déjà 1 an et presque 2? Ouais, 14 et 25 mois. Ah ouais, non, d'accord. Ils ont passé la... Ça fait plus, ouais. Un peu plus d'1 an et un peu plus de 2 ans. Ouais. D'accord. Donc là, le langage, c'est ta fille, avait déjà commencé? Oui, elle parlait anglais. Donc pendant les 2 premiers mois, je lui parlais quasiment que anglais, en fait. Je voulais qu'elle comprenne tout ce qui lui arrivait parce que quand tu as une fratrie, souvent l'aîné, c'est le bulldozer. Et ma fille, on l'appelait Queen Kong parce que c'est comme King Kong mais au féminin. C'était mon petit bulldozer. Donc elle faisait son chemin, elle se posait pas de questions, elle vivait, elle croque la vie à pleines dents. Et son frère, il observe et il suit le chemin fait par sa sœur. Et donc depuis le début, c'est comme ça. Et du coup, sa sœur, elle avançait, elle expérimentait, elle faisait les bêtises, et puis son frère suivait. C'était comme ça mais c'est comme ça d'ailleurs que ça fonctionne toujours. Et donc toi, tu parlais en anglais à ta grande et en français à ton petit? Je leur parlais en anglais parce que vraiment, ça me semblait essentiel qu'ils comprennent tout ce qui allait se passer, enfin pourquoi on était là, qu'on allait prendre un avion. Donc même en France, les 2 premiers mois, moi je leur parlais que en anglais et puis principalement sur les moments super importants, quand je voulais vraiment qu'elles comprennent. Okay. Et alors c'est une chance parce que dans certains pays, tu peux pas parler la langue du pays, donc je pense que ça peut aussi être plus difficile pour l'enfant de comprendre. Et donc alors, quand vous êtes en vacances là-bas, est-ce que vous gardez les noms de tes enfants ou vous en avez choisi d'autres? Comment est-ce que ça se passe? Ça a été une grande question, ça. Alors nous, on a fait le choix de les mettre en 2e prénom. On en a parlé avec Médecins du Monde qui nous a dit quand on devient parent, on choisit un prénom. Donc vous avez tout à fait le droit de choisir le prénom que vous souhaitez donner à vos enfants. Donc on leur a choisi un nom français et on a mis leur nom de naissance en 2e prénom. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que nous, au début, on pensait appeler tout de suite par le nouveau prénom, sauf qu'ils savent pas de qui on parle, quoi. Quand tu appelles quelqu'un par un prénom, oui, mais eux, ils s'appelaient pas comme ça. Donc il a fallu aussi... ça aussi, c'était une belle émotion. La première fois que tu appelles ton enfant par son nouveau nom et qu'il se retourne, c'est... Après, pour nous, c'est important qu'ils n'oublient pas. Le but, c'est pas d'effacer leur vie d'avant non plus, hein, mais... c'est de l'ajouter. Donc, ils ont leurs 2 prénoms. Ok. Non, mais tu vois, c'est une vraie question. Je me demandais comment ça se passait, même légalement, ce que vous aviez le droit de faire. Alors, une fois que ces vacances sont passées, vous rentrez en France? Oui. C'est à ce moment-là que vous prenez l'avion? Donc, on prend l'avion. Donc, tu vois, toute l'angoisse liée au fait que peut-être qu'on allait nous dire que finalement, si s'était trompé et tout, notre avion a 8 heures de retard. Donc, on attend sur le tarmac pendant 8 heures. Oh, avec les enfants dans l'avion? Avec les enfants dans l'avion. On n'avait plus de couches, on n'avait plus de lait. Ça a été...
Je pense que les hôtesses de l'air s'en rappellent. Il y en avait partout. Et puis bon, c'était 2 bébés, quoi, 1 et 2 ans. Alors déjà, il y avait, je crois qu'on a mis 34 heures entre le moment où l'avion a décollé et l'avion a atterri parce qu'on a loupé du coup toutes nos correspondances. Donc il a fallu, on a perdu la poussette entre-temps. Enfin, Air France nous l'a perdu, c'était super. Et donc on a mis 34 heures à rentrer à la maison. Et on était, alors il y avait en plus un petit comité qui nous attendait parce qu'on avait dit qu'à partir du moment où on rentrait à la maison, on voulait voir personne. Et donc il y avait du monde qui nous attendait à l'aéroport. Donc l'état au bout de 34 heures de vol avec 2 bébés, c'était... Ah, vous avez eu un test grandeur nature du stress que ça peut être de voyager avec des Oui. enfants, quoi. Il y en a, ils attendent des années parce qu'ils disent c'est trop dur. Ah bah j'ai pas peur de ça. Maintenant, voyager avec ouais, mes enfants, c'est clair. ça y a aucun point. De toute façon, on se suit, il y a pas de souci. Mais ça aussi, tu vois, l'annonce quand on est arrivé à l'aéroport en France et que j'ai pu serrer ma maman dans mes bras, par exemple, parce que tu vois, c'est quelque chose qu'on vit tout seul. Pendant 10 jours, cette maternité, tu la vis toute seule, quoi. Et là, d'avoir tes meilleurs amis, tes parents qui sont là, enfin, c'est le projet qui aboutit, quoi. Et c'est d'ailleurs rigolo parce que, par exemple, pour ma mère, mes enfants sont presque nés en décembre, tu vois. Alors que des fois, je dis, mais non, mais il y a eu des jours avant, quoi. Et nous aussi, on a fait des choses avant. Elle me dit, non, mais ils sont arrivés en décembre, hein, donc pour elle, c'était puis un magnifique cadeau de Noël qu'il a fallu gérer parce qu'ils sont arrivés début décembre, Noël arrivait et puis le but c'était pas de passer de bras en bras et de famille en famille. Donc il a fallu qu'on explique aussi à la famille que c'est quand même des enfants qui n'ont jamais connu l'intimité familiale. Donc là, l'attachement, c'est vraiment aussi de passer du temps avec eux, de créer une intimité dans la famille. Et certains ont compris, certains l'ont très mal vécu. Mais c'était pas grave. Je pense que nous, en tant que parents, ce qui était fondamental aussi, c'est de se dire que maintenant, toute notre énergie, elle était pour les enfants. Et toi, au niveau du boulot, vous avez le droit à un long congé parental, ton mari et toi? Alors, comme il y avait 2 enfants, c'est comme l'arrivée de jumeaux, donc on a eu 6 mois. Donc moi, j'ai pris 4 mois. Je pouvais pas prendre moins. J'avais l'impression qu'on m'enlevait quelque chose si je prenais moins. Et mon mari a pris 2 mois. D'accord, cumulé. Vous avez choisi... Donc, les premiers temps, c'est toi qui es seule et lui, il retourne travailler? Alors, là, on a fait 15 jours. Il avait réussi à cumuler un peu de congés. Donc, les 15 premiers jours, on était tous les 4. Donc, avec le décalage horaire, on était à 5 heures du matin au petit déjeuner. C'était super. Mais les journées étaient très longues, en fait, hein, parce que faut quand même s'imaginer que toi, quand tu rentres, tu retrouves ta maison, tes habitudes, ton cocon, ta famille, ton environnement. Mais eux, tout changeait, quoi. Ils sont arrivés à Paris, on leur a mis un manteau. Ils savaient pas ce que c'était un manteau. Ils ont mis des chaussures. Là-bas, à l'orphelinat, ils avaient une pointure 34 avec un chausson 26. C'était pas grave, quoi. Ou pas du tout de chaussures. On les a attachés dans un siège auto. Enfin, on les a mis dans un lit. Ils avaient pas forcément un lit non plus. C'était plus un parc, quoi, qu'ils avaient. Donc, nous, on s'est dit vraiment que maintenant, enfin, nous, on va s'adapter. On est adultes, on est chez nous, entre guillemets. Eux, ils ont tout ce travail-là à faire. Enfin, la nourriture, le climat, tout leur est inconnu. Donc, notre but à nous, c'est de les aider à s'adapter à tout. Donc, c'est Et comment ça se passe alors? C'est difficile ou vous arrivez à y aller progressivement? On a tout mis entre parenthèses, sauf les enfants. Clairement, pendant presque 2 ans, tout a tourné autour des enfants. Parce que le but, c'était... Enfin, moi, je me suis dit, ils ont vraiment besoin pour tout. Enfin, c'est pour ça qu'il fallait que, par exemple, les enfants comprennent que on va te mettre un manteau parce qu'il fait froid. Eh oui, ils ont mis un bonnet, ils ont mis une écharpe. Je me rappelle, on a fait une photo de la première sortie qu'on a faite tous les 4. Il y avait le bonnet jusqu'aux sourcils et l'écharpe et ils nous regardaient avec des yeux... Ils disaient, mais on leur a pas vendu du rêve, là, pour le coup, hein, parce qu'ils partent d'un pays où il fait très, très beau, très, très chaud, et là, il faisait 0 degré. Donc, c'est plein de choses qu'il a fallu gérer, et les enfants sont formidables, je pense, parce qu'ils ont, petit à petit,
ils ont accepté cette vie en fait. Et je pense que si ça va bien aussi, c'est parce qu'ils avaient envie de faire famille, qu'ils avaient envie de cette nouvelle vie. Ma fille, elle me l'a dit, elle a dit, moi, je voulais avoir une maman. C'est quand la première fois qu'elle t'a dit maman? En fait, elle l'a dit très vite parce que la directrice de l'orphelinat voulait qu'on l'appelle maman. Donc, quand la première fois ma fille a dit maman, on a été 2 à se retourner. Donc ça, c'était pas facile. Mais après, le premier maman volontaire à mon intention, ça c'est pareil. De toute façon, moi, j'ai fait que pleurer les premières semaines et les premiers mois. Faut être clair. Mon mari, qui est sportif, fait du triathlon, m'a dit, je trouve que c'est encore plus facile de faire un triathlon que d'accueillir 2 enfants. Il m'a dit, c'est épuisant. Et alors, ce premier maman intentionnel, c'était quand? Je sais même plus quand c'était. C'était aux Philippines parce qu'elle a compris très très vite ce qui lui arrivait. Elle l'a compris, elle l'a accepté. Donc très vite, elle a dit maman en fait. Ouais. Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'elle a plus de 2 ans. Donc, elle venait d'avoir 2 ans. Enfants, ouais. Voilà, à 2 ans, ça y est, ils commencent à capter plein de choses dans l'interaction. Ouais. Ils ont leur petit caractère à eux, clairement, qui s'affirme. Donc, elle pouvait te transmettre quelque chose de fort, quoi, si elle est d'accord ou pas d'accord. Voilà. Ouais. Ah oui. Mais elle était d'accord. Et je pense que c'est ça, cette force, c'est que elle le dit régulièrement qu'on a de la chance de savoir. Et c'est vrai, on a de la chance. C'est comment imaginer que nous, en France, et eux, là-bas, il y a 13 000 kilomètres qui nous séparent. Rien n'était fait pour qu'on soit une famille. Il n'y a rien. On ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il y allait avoir un fil entre nous. Et la vie a décidé que ce fil-là allait faire en sorte qu'on soit une famille. Et en plus de se dire que... Je pense que c'est aussi pour ça que l'aventure, elle est belle et formidable, parce que nous, dans notre projet d'être parents, on imaginait des enfants d'âge très, très rapproché, voire jumeaux, un garçon, une fille. Et c'est exactement ce que la vie nous a offert. Donc... Et nos enfants, ce qu'ils rêvaient d'avoir, c'était un papa, une maman jeune, dynamique, qui allait tout leur donner. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, le matching, il est parfait au final, quoi. Quand tu prends ce congé maternité long, il y a un moment où il faut se séparer à nouveau, où j'imagine ils vont être gardés. Comment ça se passe, ça? C'est très difficile parce que je voulais pas qu'ils soient gardés par une assistante maternelle. Je voulais pas qu'il y ait un attachement qui se fasse à une seule personne. Donc, il a fallu qu'on trouve une crèche. Sauf qu'on a galéré pour trouver... en gros, on a trouvé que la place pour un enfant, pas pour 2. Donc, mamie a géré un petit peu aussi. On a essayé de faire en sorte que les 6 premiers mois, on était vraiment en vase clos. Et après, on a élargi tout doucement le cercle. Mais voilà, notamment avec les oncles, tantes et puis grands-parents. Mais il a vraiment fallu aussi être pédagogue envers eux, parce que c'est vrai que notre famille, elle a aussi attendu les enfants. Et elle aussi, elle avait envie. Enfin, je pense à ma maman, par exemple, qui avait qu'une envie, c'était de prendre les enfants dans ses bras, parce qu'elle aussi, elle a porté ce projet d'infertilité depuis mes 21 ans, et qu'elle avait aussi, elle, envie de se sentir grand-mère, parce que c'est une histoire de famille au sens large aussi. Et c'est très frustrant pour eux, parce que peut-être que quand on accouche, on va prendre le bébé de sa fille ou de son fils tendrement, et puis on va commencer tout doucement à faire sa place. Et puis là, ça a été moins facile. Donc, il a fallu que les gens comprennent que c'était nous 4 d'abord, et qu'une fois que ce lien-là était bien tissé, on allait pouvoir élargir, mais que ça se fait pas en fait. C'est d'abord, mieux. Si l'enfant est mieux avec ses parents, il arrivera ensuite à être à l'aise avec le reste. Mais les enfants qui sont adoptés, souvent, sont très à l'aise en groupe. Il y a pas mal de parents qui vont te dire, moi, au bout de 15 jours, un mois, j'ai mis mon enfant à l'école. Bien sûr que l'enfant, il est à l'aise à l'école, parce qu'en fait, il connaît que la collectivité. Ce qui peut lui poser problème, c'est justement d'être dans l'intimité de la famille, dans une intimité duelle avec quelqu'un. Et ça, moi, je l'ai bien vu avec mes enfants, c'est des enfants qui étaient toujours en groupe, toujours en collectif. Et quand parfois, c'était important aussi de n'avoir qu'un enfant avec moi.
quand je me retrouvais toute seule avec un, pour eux, c'était totalement inédit. C'est des situations qui n'arrivaient jamais, en fait. Leur premier anniversaire que tu avais manqué, tu as pu le rattraper sur le deuxième anniversaire où là, ils étaient avec toi? Tout est fait, hein, tout prétexte à faire la fête, après, tu le prends. Hein, tu as tellement galéré pendant des années que les anniversaires, les Noëls, mais ils sont arrivés en plus avant Noël. Donc, il a fallu qu'on explique aussi à la famille qu'il ne fallait pas que ce soit une montagne de cadeaux. Parce que tout le monde avait attendu, donc tout le monde avait envie de faire plaisir. Mais on passe d'enfants qui n'avaient rien à... Enfin, moi, je trouvais ça indécent, en fait, et même pour eux, de se dire qu'ils n'avaient jamais eu de jouets à eux, et puis qu'à Noël, ils allaient avoir 25 jouets. C'était indécent pour moi. Donc, il a fallu qu'on explique que peut-être qu'il fallait se mettre à plusieurs, et puis qu'un petit cadeau... Et puis finalement, c'est même pas les cadeaux qu'ils voulaient. Hein, c'était... En plus, à cet âge-là, c'était juste déballé. C'était le papier cadeau qui comptait plus. C'est clair. Ouais, et puis, il voulait papa-maman, quoi. Alors, Aussi. clairement, je n'ai eu aucune intimité pendant 2 ans. Je pense que même d'aller aux toilettes, c'est... En fait, dès qu'il ne nous voyait pas, il pleurait. Il faut quand même se rendre compte de ça, quoi. Il a fallu quand même énormément de patience. Les nuits, c'était terrible parce qu'en fait, ça se passait bien en journée. Et en fait, la nuit, toutes les émotions vécues la journée ressortaient. Et on se réveillait 10 fois, 15 fois par nuit avec mon mari. On se relayait et on était épuisés. Et c'est là qu'on se dit que notre jeunesse, elle a été un énorme avantage parce que quand tu t'es réveillé 15 fois dans la nuit et que tu dois après gérer une classe de maternelle, faire preuve de patience, c'est terrible. C'est terrible. Et ma fille a mis presque 2 ans et demi à faire ses nuits. Parce qu'il y avait plein de choses qu'elle vivait. Et après, bon, c'est ce que les pédiatres nous ont dit. Hein, ils étaient bien la journée, mais par exemple, si on voyait du monde en journée, même quelqu'un de très proche, hein, ça créait une émotion chez eux qui était très forte, qu'ils revivaient la nuit. Et donc, ça provoquait des pleurs, des réveils, et donc, ils dormaient pas, en fait. Ça fait tellement de sens en même temps, ça paraît si logique. Aujourd'hui, on est 7 ans plus tard. Comment est-ce que tu décrirais votre famille et aussi, est-ce que tu pourras un petit peu après nous parler avec ton mari, comment est-ce que ça a changé dans votre couple? Ce que ça a changé dans notre couple, ça nous a vraiment renforcés, je pense. On s'est battus ensemble pour avoir une famille. C'est vraiment la famille dont on rêvait et j'ai l'impression qu'on est hyper costaud, quoi. J'ai l'impression qu'il peut pas nous arriver grand-chose, en fait, parce que j'ai été mal, parfois extrêmement mal. Il m'a toujours repêché. Quand lui n'allait pas bien, c'est moi qui arrivais à repêcher aussi. Enfin, il y a des couples qui se séparent parce que c'est terrible de vivre tout ça. Et puis, gérer la frustration, c'est difficile aussi. Moi, je trouve qu'on a une super équipe, en fait, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, déjà. Parce qu'il y a beaucoup de compréhension. Parce que on sait aussi pourquoi on fait équipe. On sait, mais on sait qu'on doit être fort pour les enfants. Ils en ont besoin, en fait. Ils ont besoin d'une équipe de choc. Et je pense qu'on est cette équipe de choc, en fait. Donc, et même maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas une famille ordinaire. Je pense qu'il y a des questions qui se posent que peut-être d'autres familles se posent pas. L'histoire, elle n'est pas finie. Il y aura certainement des histoires par rapport à leurs origines qui se poseront. Ma fille, elle a un âge où elle se pose plein de questions. Donc, on ne ment pas. Si on a les réponses, on les donne. En tant que maman, ça te bouleverse aussi parce que moi, j'ai mis un moment à comprendre aussi que j'étais sa maman. Je suis pas une deuxième maman, en fait. Je suis sa maman. Et moi, je crois que j'ai fait la paix avec ça aussi. Parce que je suis pas en conflit avec leur maman d'origine. Je suis pas la remplaçante non plus. Je suis pas sa fausse mère, leur fausse mère non plus. Ma fille, elle est revenue il y a pas longtemps en disant « Mais on m'a dit que t'étais pas ma vraie mère. » Forcément, parce que pour plein d'enfants, le vrai, c'est le biologique, en fait.
Donc moi, je lui ai dit, est-ce que tu es ma vraie fille? Elle me dit, bah évidemment. Bah, je dis, moi, je suis ta vraie mère. Je dis, d'ailleurs, une maman, tu n'en as qu'une. Tu as une mère biologique, mais une maman, c'est quoi une maman, en fait? Tu n'en as qu'une. Et ça, c'est clair dans leur tête, donc c'est clair dans la mienne aussi. J'ai pas l'impression qu'on puisse me voler quoi que ce soit. C'est ma place, légitime. Est-ce que vous êtes repartis aux Philippines déjà ou jamais? Non, mais on a envie. Et je pense que quand ils seront un petit peu plus grands, avant l'adolescence, ce sera important d'y aller en tant que touriste, pas dans une perspective de recherche d'origine, mais là, pour le moment, et on nous avait dit que c'était assez logique, ils n'ont pas forcément envie de... Enfin, ils n'ont que peu de souvenirs parce qu'ils étaient tout petits déjà, mais ils n'ont pas forcément envie de connaître leur pays. Mais moi, je trouve que c'est important parce qu'en fait, ils sont d'origine asiatique. Et ils ont un physique d'asiatique. Donc, à un moment, ça va les rattraper. Alors là, ils ne subissent pas le racisme pour le moment. Ils sont très bien intégrés à l'école, dans le village dans lequel on vit aussi. Et j'imagine qu'au collège, ça peut être plus compliqué et que leur apparence va peut-être susciter des questions. Donc moi, je trouve que c'est important aussi qu'ils sachent d'où ils viennent, en sachant qu'ils sont français. Ils sont français d'origine asiatique. C'est une vraie question ce que tu soulèves. Quand on est parent blanc d'enfants non blancs, la compréhension de ce que ça veut dire, le racisme, nous, forcément, on ne peut pas savoir. Et je sais qu'il y a, pour avoir discuté avec d'autres enfants adoptés qui sont adultes, il y a parfois un fossé qui peut se créer avec les parents sur ces questions-là parce que les deux personnes ne vivent pas la même situation, forcément. C'est quelque chose dont vous avez déjà conscience? J'en ai conscience. Après, effectivement, moi, j'ai pas forcément vécu ce racisme-là. J'ai pas forcément les réponses de comment je vais pouvoir accompagner. Je pense que si c'est le cas, je saurais me faire aider aussi. Même dans les conseils généraux, il y a des unités adoption et je pense que là, il faut pouvoir les solliciter aussi pour avoir quelques outils, quelques aides. Et ça, je sais que je le ferai aussi. Mais c'est vrai que ça, c'est une peur que j'ai de me dire... déjà, le racisme à la base, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Mais ça me fait très, très peur qu'on puisse leur reprocher quelque chose alors qu'ils y sont pour rien, quoi. Et puis, c'est de ma fille, elle le dit, elle dit, moi, je suis française, ne se pose pas la question. Hein. Elle est bretonne. Et elle est bretonne, tout à fait, avec l'accent breton. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose de devenir mère dans ta façon d'enseigner en maternelle? Tout. Mais il y a clairement un avant et un après. Enfin, avant, tu te rends même pas compte de ce que c'est que d'être maman, en fait. Je trouve que quand je suis devenue maman, ça a été un tsunami à tout niveau. Ça a remis les choses en perspective. Je trouve que tu vis... alors, faut pas s'oublier, mais n'empêche que c'est ton enfant. Et moi, j'ai énormément travaillé sur les besoins de l'enfant, de mes enfants. Mais mes enfants, c'est des enfants comme les autres, finalement. Donc, si ça marche pour mes enfants, ça marchera certainement pour mes élèves. Et toutes ces formations que j'ai eues, ces expériences que j'ai vécues, ça a complètement changé d'abord moi, en tant que femme, donc forcément en tant que personne, et aussi par ricochet en tant qu'enseignante. Moi, je n'enseigne plus du tout comme j'enseignais il y a 10 ans, c'est certain. Sur quoi, par exemple ? Par exemple, accompagner les besoins de l'enfant, je vais jamais dire qu'il fait un caprice. Ça, c'est une évidence qu'il ne fait pas un caprice. Un enfant qui pleure à la séparation le matin, je vais faire ce qu'il faut pour le rassurer. Je sais la douleur que c'est d'un enfant qui quitte son parent. Je la sais puisque je l'ai vu. Je l'ai vécu de l'intérieur. Donc, il y a plein de petites astuces qu'on peut faire pour rassurer déjà le parent, parce que si le parent va bien, l'enfant ira mieux aussi. Et je pense que je prends vraiment mieux en compte l'enfant, parce que je pense que mes enfants ont vécu plein de situations, alors amplifiées, c'est ce qu'on dit, les enfants adoptés, ils n'ont pas plus de problèmes que les autres,
on nous disait médecin du monde, c'est juste que l'amplificateur, il est au maximum. Mais il dit, vous allez vivre les mêmes expériences que les autres, amplifiées. Je confirme, c'est vrai. Donc, mes petits élèves, ils vivent la même chose, en fait. Aussi fort parfois moins fort, mais en tout cas, ils vivent la même chose. Donc, moi, j'ai cette écoute-là, je pense, pour pouvoir les accompagner. Ça, c'est un cadeau inestimable, il faut le dire quand même, d'avoir ça. Ma dernière question, finalement, tu y as déjà répondu, mais tu as eu la sensation de vivre une matrescence? Très violente et très heureuse, oui. Oui. Alors, complètement, c'est la plus belle expérience de ma vie, la plus douloureuse, mais certainement celle qui m'a rendue la plus forte aussi. J'imagine, évidemment. Bon, tes enfants, aujourd'hui, ils sont quand même grands, finalement. Ils ont une 8 et 9 et 8. Ouais, 7 et 8 ans. 7 et 8. Ils aiment bien te poser des questions sur leur adoption ou pour l'instant, c'est pas un sujet? Ah si, c'est le sujet. On a fait des albums de notre voyage aux Philippines, les premiers mois. Enfin, c'est très important pour eux parce qu'en plus, c'est des enfants qui n'ont pas forcément beaucoup de récits ou de photos de leur toute première enfance. Leur vie, elle démarre pas ce jour de novembre quand on s'est rencontrés, en fait. Eux, ils ont aussi un parcours avant. Et moi, j'ai réussi à glaner des photos soit auprès de l'orphelinat ou même sur Internet parce qu'il y avait des photos qui étaient sorties sur Internet. Donc, je leur ai fait un album et c'est vrai que cet album, ils l'ont et ils le regardent très, très régulièrement. C'est très important pour eux. Et ils posent aussi beaucoup de questions sur l'avant, sur pourquoi nous, on est arrivés en adoption. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ma fille, souvent, elle me dit « Mais ma pauvre, quand même, vous avez galéré pour arriver jusqu'à nous. » Alors que je lui dis « Mais vous aussi, vous avez vécu quelque chose de terrible. Mais en fait, on est des guerriers. » Je dis « On est 4 petits guerriers. Hein. » Et elle se met à la place des autres en disant « Mais ça a dû être dur pour vous. » Mais alors que moi, dans ma tête de maman... la pire chose eux, ils ont vécu l'abandon. Pour un enfant, faut quand même se dire qu'un enfant abandonné peut en mourir de ne pas être aimé, reconnu, regardé. C'est une réalité. Il y a des enfants qui meurent dans les orphelinats parce qu'ils n'ont pas cette force d'accepter que peut-être une nouvelle page va s'ouvrir. C'est terrible. Et ma petite poulette, elle est pleine d'empathie et malgré tout ce qu'elle a vécu et toute la résilience dont elle peut faire preuve, elle arrive encore à s'inquiéter des autres. J'ai une dernière question. Est-ce que à votre retour en France, vous avez eu un suivi psychologique, que ce soit toi et ton mari ou tes enfants? Oui, parce que Médecins du Monde nous suivait. Donc, il y avait une dame formidable qui avait elle-même adopté. Qui venaient parce que les Philippines nous demandaient des rapports. Je crois qu'il y a eu 6 rapports à faire sur 2 ans. Donc, elle venait régulièrement à la maison et ça faisait vraiment comme si un membre de la famille venait, quoi. Et je trouve que ça a été vraiment... moi, ça me permettait de poser des questions. Elle n'avait pas toujours les réponses, hein, mais je me suis quand même sentie entourée. La PMI aussi, j'ai demandé à la faire venir parce que j'avais des questions toutes bêtes sur des choses, le liniment et compagnie, là. Et puis, ma maman, quand même. Moi, c'est vraiment un énorme hommage que je veux lui rendre aussi parce que devenir grand-mère par adoption, c'est pas devenir grand-mère par voie biologique aussi. Parce que moi, mon chemin de maternité, ma mère l'avait pas vécu. Et forcément, j'avais des tas de questions à lui poser. Et elle avait pas de réponse à me donner. Et c'est vrai que je trouve qu'elle m'a vraiment guidée par son absence de réponse, en fait. Elle m'a autorisée à devenir la mère que je voulais être, complètement indépendante, ne pas écouter ce que me disaient les autres. Et j'ai créé ma propre façon d'être maman parce que ma mère me disait tout le temps « Mais ce que tu fais, c'est bien. Il n'y a que toi qui sais ce que tes enfants ont besoin. » Donc elle dit « Mais n'écoute pas les autres, fais ta maternité à toi. » Et je pense que c'est aussi grâce à elle que je me suis autorisée à pas écouter les autres. Et parce qu'on te donne plein de conseils. Hein, ça, je pense que c'est pour toutes les mamans du monde, hein, peu importe la voie, mais on te donne toujours plein de conseils. Et puis là, finalement, j'avais peu de personnes qui avaient vécu cette expérience-là, d'autant plus avec l'arrivée de 2 enfants. Donc, à chaque fois, ma mère me disait « Mais les autres, ils savent pas. Ils n'ont pas vécu ce que toi, tu as vécu. Tu fais
ta voix à toi. Et c'est un beau cadeau. Et c'est aussi grâce à ma maman que je suis devenue la maman que je suis maintenant, clairement. Merci beaucoup, Anne. C'était hyper important que tu racontes ton histoire, je trouve. Que, comme tu me l'as dit avant qu'on commence cet épisode, de montrer que l'adoption, ça a aussi des issues heureuses, même si il y a des hauts débats comme dans toutes les familles, hein, on est tous d'accord, mais que ça peut être un long parcours et avec à la fin une très belle expérience. Et j'ai hâte de savoir quand tu iras aux Philippines, tu sais, avec tes enfants, de voir en tant que touriste comment c'est ce retour. Même pour vous, parce que ce sera un retour du parcours initiatique. Nous, on n'a rien vu des Philippines. Hein, quand tout le monde nous dit « Alors, c'était sympa ?» Ah oui, les enfants étaient formidables. Merci, Anne. Merci, Clémentine. C'était Anne, maman de 2 enfants adoptés et directrice d'école. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Vous pouvez aider ce podcast en y contribuant financièrement sur patreon.com/Clémentine Sarlat. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.